Joueuses et joueurs de tennis, amatrices et amateurs de la petite balle jaune, bonjour et bienvenue dans votre émission Service gagnant. Une émission que l'AFT Tennis va vous proposer une dizaine de fois par an et qui sera consacrée, vous l'avez compris, au tennis belge. Pour ce premier service gagnant, jeu de mots, deux invités en plateau et une invitée extraordinaire en interview. Je vous présente tout d'abord, si vous le voulez bien, mes deux invités qui sont à mes côtés. Et on commence par Thierry Van Klemput, directeur technique de l'AFT, ancien coach de David Goffin. Thierry, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Paul-Patrick Brabant, quelqu'un qui a énormément de travail cette semaine puisque les classements sont sortis. Paul-Patrick qui est responsable règlement, compétition, classement et tennis en chaise à l'AFT. Bonjour Paul-Patrick. Bonjour. Alors, dans quelques jours, pas moins de 10 joueuses et joueurs belges vont prendre part aux qualifications de Roland-Garros. Les matchs commenceront lundi et une semaine plus tard, dimanche très exactement, ce sont les tableaux finaux. Oui, on peut dire les tableaux finaux, mais également les tableaux finaux qui commenceront. Nous évoquerons les qualifs dans quelques instants avec nos invités, mais si je vous parle de Roland-Garros, c'est évidemment parce qu'il y a quasiment 20 ans, jour pour jour, une certaine Justine Henin remportait la première de ces 4 coupes Suzanne Lenglen. Justine qui est, vous l'avez compris aussi, notre invitée extraordinaire puisqu'elle nous a accordé une interview de plus de 30 minutes, une interview que vous pourrez voir in extenso sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Je vous en propose quelques extraits dans cette émission et le premier extrait évidemment est consacré à la relation particulière qu'entretient Justine avec Roland Garros. C'est une histoire d'amour, je crois qu'on ne peut pas le dire autrement. C'est les premiers souvenirs avec ma maman et qu'on le veuille ou non, le début de l'histoire pour moi, il est là. C'est Steffi Graf à la télévision et c'est le bruit des glissades, le son de la balle. C'est quelque chose que je ressens encore en moi aujourd'hui. Puis après, c'est le début d'une aventure extraordinaire, mais c'est l'enfance en fait. C'est vraiment les premiers émois tennistiques et familiaux. Forcément, donc c'est le début de l'histoire d'amour, il se situe là pour moi. Roland-Garros est forcément en tant que Belge le tournoi qu'on regarde à la télévision. Je ne regardais pas Wimbledon et encore moins l'US Open et l'Open d'Australie. La proximité de Paris forcément rend Roland-Garros très très spécial à nos yeux. Et la terre battue, c'est vrai en parlant d'histoire d'amour, pour moi ça a été aussi un peu une révélation et j'ai profité en fait aussi de ça parce que c'est vrai que finalement j'étais sur un circuit, il y a beaucoup de joueuses qui n'avaient pas spécialement grandi sur cette surface, qui n'avaient pas très envie non plus. Alors c'est pas pour diminuer ce que j'ai fait là-bas, mais c'était la surface sur laquelle peut-être des joueuses se sentaient la moins à l'aise et puis une période assez courte de l'année, donc j'ai tiré forcément avantage de ça. Je crois que c'est un moment hors du temps, je pense un moment de connexion quand même très forte avec ma maman, même si j'ai pas pensé à une image, j'ai pas pensé à... Voilà, j'ai pas vu spécialement son visage, c'est pas ça, c'est à un moment donné... c'est vrai que c'est un truc de fou quand même, c'est cette petite fille qui a 5 ans et qui rêve un jour de gagner Roland-Garros, qu'elle voit Steffi Graf à la télévision, et puis un jour elle va là avec sa maman, et puis... elle lui dit, tu sais, un jour je serai là, je gagnerai, et puis un jour elle gagne, et cette petite fille, c'est moi, quoi. Et c'est vraiment... c'est pour ça que c'est tellement difficile à décrire, quoi. C'est que je pense qu'à ce moment-là, j'ai probablement été à la fois très connectée à quelque chose et très presque déconnectée de moi-même, parce que c'était un moment vraiment suspendu, quoi. Alors, petit à petit, j'ai repris mes esprits, il y a eu les mots de Kim qui ont été forcément très touchants. Et puis il y a eu le discours et les mots pour ma maman, parce que là j'ai quand même eu envie finalement de lui lancer, quelque part. J'avais envie de lui montrer ce jour-là. Pour moi c'était un sentiment de paix de lui dire, si elle pouvait d'une part ou d'une autre me voir ou sentir ce qui était en train de se passer, être apaisée. C'était une manière de lui dire, tu vois, il ne fallait pas t'inquiéter, ça s'est bien passé, quoi. C'était ça. Je crois ce moment de connexion. Ouais. Des souvenirs incroyables. Et alors, quand on aime le tennis, et évidemment, quand on était en âge de comprendre ce qui se passait, on sait exactement ce que l'on faisait et où on était lors de cette première victoire. Et Thierry Van Klemput, vous le savez, vous, où vous étiez et ce que vous faisiez à ce moment-là? Oui, je m'en rappelle évidemment vaguement. Je crois que je buvais un bon verre de vin, vous me connaissez. Donc, en fait, c'est un moment exceptionnel parce que vivre une finale belgo-belge, c'est quand même un événement. Ça ne se revivra probablement. Une finale de Grand Chelem qui puisait, ça ne se revivra probablement jamais. Et on en a vécu plusieurs avec Kim Clijsters et Justine Henin. Paul-Patrick, vous étiez où? Que faisiez-vous? Ce n'est pas une acquisition, mais une question simple. Alors moi, comme beaucoup de fans de tennis, j'étais chez moi devant la télévision.
Et effectivement, voilà, si c'était exceptionnel pour les joueuses d'être sur le court à ce moment-là, pour le public, pour les fans, c'était également un moment incroyable. Et pour le tennis belge plus particulièrement. Alors, 20 ans plus tard, est-ce qu'on ne peut pas dire, Thierry et Paul-Patrick, que le fait d'avoir eu 2 joueuses numéro 1 mondial, 2 joueuses vainqueurs de tournoi du Grand Chelem, Justine en a gagné 7, Kim en a gagné 4, est-ce que depuis, le regard des amateurs n'est pas un peu biaisé? Est-ce qu'on n'a pas l'impression, quand par exemple David fait un quart de finale, quand Elise Mertens fait un 8e de finale ou une demi-finale, on n'a pas un peu tendance à dire, bon, c'est pas terrible à cause de Justine et Kim? Est-ce que finalement, pour les joueurs actuels, ça n'a pas été un petit peu négatif, ce succès incroyable de 2 joueuses? Certainement pas, peut-être négatif pour les champions d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, le grand public attend un tel niveau de performance. Moi, en tout cas, j'étais très proche de David quand il était à son meilleur classement. À ce moment-là, ce qu'on lui reprochait, c'est de ne pas passer le cap des quarts ou des demi-finales et d'aller jusqu'au bout d'un tournoi du Grand Chelem, puisque les supporters inévitablement sont parfois pas nécessairement avertis du fait du niveau qu'ils ont, donc ça c'est clair que c'était frustrant pour les joueurs. D'un autre côté, moi je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui se passait à ce moment-là. On était au summum, on était au top, on gagnait des Coupes du Monde en football. Et ça, en prendre la pleine mesure, c'était peut-être difficile également pour le public, mais le public, malheureusement, il est là pour se divertir, ça c'est autre chose pour les spécialistes. Peut-être de le comprendre. Gérer la frustration, c'est important. Bon, pour nos champions, que sont Elise ou David, voilà, c'est fait. Mais prendre la mesure de ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense qu'on n'en a pas pris la pleine mesure. Oui, et Paul-Patrick, vous êtes un amateur de statistiques, puisque vous aimez vous plonger dans l'historique du tennis. Avoir 2 joueuses numéro 1 mondial quasiment en même temps, en tout cas la même génération, c'est sidérant, non? Et les gens, comme vient de le dire Thierry, ne se rendent plus compte. Oui, exactement. Je rejoins Thierry dans ce qu'il a dit. La barre a été mise tellement haut que beaucoup de gens aujourd'hui, effectivement, qui ont connu cette époque, se disent quand un joueur belge arrive en 2e ou 3e tour d'un Grand Chelem que c'est plus rien du tout, alors qu'en fait, non, c'est déjà exceptionnel. Mais c'est surtout que l'époque de Justine et Kim était au-delà d'exceptionnel. C'était presque incroyable, extraordinaire, et comme vous l'avez dit Thierry, probablement ça n'arrivera plus. En même temps, en tout cas d'avoir 2 top joueuses en même temps, c'est quasiment irréel, et peu de pays, à part les grands pays comme les États-Unis ou la Russie, peuvent se targuer d'avoir eu 2 numéros 1 mondial en même temps. Statistiquement, évidemment, on ne peut pas faire de calcul, on n'y arrivera pas, même si Paul-Patrick est un spécialiste. Je l'ai entraîné, il y a une grande différence d'âge, il faisait trop de calculs déjà à cette époque-là. Mais non, je crois qu'il ne faut pas rêver, ça va être très très difficile, c'est voire impossible. En tout cas, moi je pense que je ne serai plus là pour le voir. Alors on est 2e ou 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem. Lundi vont commencer les qualifs de Roland-Garros. Il y aura 10 Belges en qualif. C'est extraordinaire, les qualifs de Roland-Garros. Il faut être entre 105e, 106e mondial et 250e. On aura 10 Belges en qualif, dont 3 joueurs, Thierry, que vous connaissez très bien. En tout cas, 2 joueurs masculins, Raphaël Collignon et Gauthier Onclin et Marie Benoît. C'est incroyable d'être en qualif. C'est un moment important pour une carrière, hein. Alors évidemment, les spectateurs vont se demander ce qu'on est occupé à faire, si ce n'est pas un peu de propagande ou si ce n'est pas de l'autosatisfaction, voire de l'intox. Mais malheureusement, vous avez raison de le signaler, de le formuler de cette façon-là, parce que, évidemment, depuis la création de l'ATP en 1971, ces tournois du Grand Chelem, c'est le moment important, je l'explique souvent aux gens, parfois du comité olympique et interfédéral belge. Vous savez, les Jeux olympiques, c'est tous les 4 ans pour vous. Nous, en tennis, les Jeux olympiques, c'est un 5e Grand Chelem dans l'année, donc il y en a 4 dans l'année. Et pouvoir simplement y participer, on ne se rend pas compte le chemin et le niveau qu'il faut. Donc effectivement, de se rendre compte à nouveau qu'autant de joueurs belges arrivent à s'illustrer dans ce rendez-vous incroyable du monde international, des meilleurs joueurs du monde, c'est déjà une performance en soi de participer aux qualifications. Évidemment, je sais que les gens, ce qu'ils attendent, c'est de les voir briller dans le top 8. Hein, ça, c'est l'idéal. Mais bon, une fois de plus, on se répète, on n'a pas su comprendre au moment où ça s'est passé ce qui se faisait. Maintenant, on ne travaille pas moins bien. Au contraire, maintenant, on arrive encore à placer des joueurs pour participer à ce type d'événement. Paul-Patrick, vous êtes encore un excellent joueur de tennis, mais vous avez été plus haut il y a quelques années. Thierry a été aussi un bon joueur, je ne voudrais pas qu'il soit vexé. C'était quelque chose dont vous rêviez d'aller en qualif à Roland-Garros ?
Bah oui, évidemment, comme tous les joueurs qui ont tenté leur chance internationale, c'était un rêve de jouer un tournoi du Grand Chelem. Et en qualification, Déjà pas mal. on aurait pris directement. Mais bon, malheureusement, pour moi, ça n'est pas arrivé. Mais voilà, l'expérience a été incroyable aussi. Et voilà, mais effectivement, oui, je pense que c'est un rêve pour tous les joueurs d'un jour faire un tournoi du Grand Chelem. Alors, on a parlé des joueurs donc, et des joueuses qui vont aller en qualif dès lundi. Plusieurs d'entre eux, je l'ai dit, sont passés ou sont encore au centre AFT de Mons, un centre AFT que Justine Henin connaît bien, puisqu'elle y a été pendant 2 ans. Et lors de l'interview, on lui a remontré des images, tournées d'ailleurs par nos amis de TéléMB, des images quand elle avait 15 et 16 ans. Elle a été assez émue en regardant ces images. On regarde. Il y avait une petite fête qui m'attendait dimanche soir à la maison. Et puis lundi soir, j'étais déjà de retour ici à Mons où il fallait prendre du repos 2 jours comme je l'ai fait. J'ai essayé de me mettre à mes études, mais j'y suis pas arrivée. Il y avait encore trop de choses qui trottaient dans ma tête, donc c'était pas facile. Et puis bon, maintenant, je reprends le travail sérieusement. À 15 ans, Justine semble déjà gérer sa carrière comme une pro. Et si la pression médiatique de ces derniers jours l'a beaucoup fatiguée, elle admet que cela fait partie du boulot. Pour progresser encore, il faudrait pourtant doubler son temps d'entraînement semaine, actuellement de 15 heures. Mais alors se poserait immanquablement le choix entre le sport et les études. Je ne sais pas s'il faudra faire un choix total, donc dire il n'y a plus d'études ou bien alors les études sont normales. Donc il faudra trouver quelque chose d'intermédiaire en fait. Peut-être on pourra me permettre d'avoir tous mes après-midi de libre, comme ça je pourrais m'entraîner davantage parce qu'il ne faudrait pas que je prenne un retard par rapport à toutes les filles qui pour le moment je bats, mais qui parce qu'elles auront plus travaillé que moi me dépasseront. T'as l'impression que par rapport aux résultats que tu as fait, tu dois beaucoup à ce centre? Beaucoup, oui, parce que j'ai vraiment explosé à partir du moment où je suis entrée ici. C'était totalement différent. Bon, j'étais un peu dans l'amateur avant, puis ici, je suis vraiment entrée dans le professionnel. Mais pour moi, c'était un changement radical. J'ai appris à vivre en société, en groupe. J'ai appris à donner aux autres et à être moins égoïste. Et ça m'a permis aussi sur le terrain de m'exprimer plus facilement. Alors, Justine, on vous voit sourire. Je ne sais pas si vous avez souvent vu ce genre de reportage. Ces images-là, pas en tout cas. Ça vous fait quoi de vous revoir il y a quelques années? C'est émouvant. C'est émouvant de voir le chemin parcouru. C'est émouvant d'entendre aussi la manière dont je m'exprimais à l'époque. Forcément, aujourd'hui, j'ai un regard différent sur pas mal de choses. Et en même temps, cette fille-là qui s'exprimait, c'était bien moi, quoi. Les choses étaient assez claires dans ma tête. Il y avait la question par rapport aux études. Il y avait l'importance de ce moment qui a quand même été un moment, mon entrée au centre à Mons, très très important dans ma vie parce que je sortais d'une période de vie extrêmement délicate avec le décès de ma maman, que je sentais que j'étais dans une période où je vacillais forcément sur le plan personnel et donc mon projet tennistique aussi vacillait. À ce moment-là, ça signifiait la rencontre avec Carlos, cette période-là. J'ai adoré, non, ce qui me fait sourire, c'est le petit passage sur j'ai appris à plus donner, être moins égoïste. C'est vrai que j'ai adoré partager cette expérience. Alors, c'était qu'avec des gars, hein, on n'était pas très très nombreux, on était seulement 5, moi quand j'ai intégré le centre. Et ce sont des souvenirs merveilleux parce que je ne me sentais pas forcément capable de vivre ce genre d'expérience. Et là, j'ai appris énormément de choses sur moi-même. Indépendamment du fait que je me sois développée sur le plan tennistique, c'était vraiment... c'était une aventure humaine, en fait. Et, alors, ça a duré 2 ans, parce que je pense que c'était bien aussi de passer à autre chose derrière. Il y avait d'autres besoins et d'autres nécessités. Mais ça reste un moment clé dans mon développement, oui. Alors, on a entendu Justine qui dit l'importance de ces 2 années passées au centre AFT. On est à quelques centaines de mètres, puisque nous sommes dans les studios de TéléMB. Thierry, ça doit vous faire plaisir, vous qui êtes directeur technique de l'AFT, d'entendre une extraordinaire championne dire ô combien ce passage au centre a été important. Alors, bien évidemment. évidemment. Ému d'ailleurs. Très, très. Parce que je crois en cet outil, j'y crois fort, puisque je pouvais avoir d'autres possibilités de travail. Si je suis revenu ici à Mons, c'est parce que je crois en ce que nous faisons là-bas et que je trouve que tout est dit dans l'interview. Tout est dit. Ça ne sert à rien de polémiquer plus longtemps. Et vous savez que pourtant, j'aime bien de parler. Mais non, je n'ai rien d'autre à dire. Je pense que c'est un message invraisemblable. Et je peux comprendre que d'autres veuillent passer à autre chose ou que d'autres choses comptent. Mais malgré tout, quand on prend la décision d'une politique sportive, il ne faut pas penser à des cas individuels, il faut penser au
plus grand nombre de nos élites qui sont déjà des cas particuliers. Donc voilà, merci beaucoup pour cette interview. Paul-Patrick, vous avez été, si je ne me trompe pas, sparring partner régulièrement pour des sociétés du centre AFT. Qu'est-ce qui vous marquait quand vous alliez au centre à Mons? Ben oui, donc j'ai passé 1 an et demi, presque 2 ans comme sparring partner de tous les jeunes qui s'entraînaient au centre. Déjà une qualité d'entraînement incroyable, une très bonne ambiance entre les joueurs, avec les coachs, un suivi vraiment de tous les instants, parce que malgré que j'étais que sparring partner, je voyageais régulièrement avec eux pour moi faire les compétitions également. Et on m'encadrait de la même manière que les autres joueurs du centre. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé pour la suite de ma carrière, de ma vie en général. Alors on verra, pour ceux qui regarderont l'interview in extenso sur notre chaîne YouTube, que Justine dit aussi que ce n'est pas parce qu'on a un rêve qu'on l'atteint, mais qu'il est important de tout faire pour atteindre le rêve et que si on ne l'atteint pas, ce n'est pas dramatique. Thierry, vous confirmez aussi, j'imagine, ces propos? Je suis un défenseur de la pensée de Justine et je suis surtout défenseur de croire qu'on essaie de trouver un chemin. Ce chemin ne conduit pas nécessairement à réaliser ses rêves. Il n'y aurait plus de joueurs de tennis, de compétition, de toute manière. Ce qui est très important, c'est ce chemin, c'est cette école de vie, et c'est de ne pas avoir de regret d'avoir tout donné, et tout ce que l'on va apprendre autour de cette aventure qu'est le tennis, tant pour se connaître, comme Justine le signalait, ça c'est très très important, améliorer son niveau de jeu, mais surtout la construction de la personne, et surtout de parvenir à se dire, je répète surtout, mais parce que à la finalité, il y a un individu, il y a un homme ou une jeune femme. Et on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de les utiliser comme des produits expérimentaux. Non, il faut réussir quoi qu'il arrive, soit dans le tennis, soit en faire une personne de bien dans la vie. Et pour une Justine, pour un David, il y a des centaines de joueurs de tennis de très bon niveau qui ne vont pas obligatoirement gagner leur vie avec le tennis professionnel. Mais bien évidemment, et c'est pour ça que cette institution qu'est le Centre de Mons, j'insiste toujours, c'est pas seulement un centre de formation, c'est surtout un tennis-études. Donc en maintenant le niveau d'études que nous avons là maintenant, nous avons eu des joueurs que l'on connaît, les 2 frères Rocus, Justine, David, Steve Darcy, Reginald Willems, d'autres, qui ont réussi dans le tennis. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a tous les autres. Et tous les autres, ici, nous allons fêter en septembre prochain la 30e rentrée du tennis-études. Et ce qu'ils sont devenus, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce que l'on a fait. Il y a des avocats, des kinés, des gens qui ont fait... bref, qui ont réussi leur vie. Et je pense que s'il n'y a pas... 4 ou 5% qui réussissent dans le tennis, nous n'avons pas laissé ni 1 ou 2% sur la rue. Nous avons réussi à tous en faire des gens bien dans la vie. Alors, si on va évidemment beaucoup parler de Roland-Garros dans les jours à venir, depuis quelques semaines, et pour quelques semaines encore, il y a les interclubs ETIAS. Les interclubs ETIAS, c'est évidemment les matchs que tout le monde rêve de jouer quand on est tout petit. On va le samedi matin, puis quand on est un peu plus vieux, on va le dimanche, puis quand on est encore plus vieux, comme moi par exemple, on joue le samedi après-midi, voire même le dimanche, et parfois même en semaine. Les interclubs ETIAS, c'est une compétition que Justine n'oublie pas. Au contraire même, elle les vénère, on l'écoute. Tous ceux qui vont jouer les interclubs, moi j'ai envie de leur dire merci déjà, vraiment, parce que... Et c'est pas du tout bateau ce que je vais dire là. Moi j'ai grandi dans les clubs avant d'être au centre et avant d'avoir une structure. Même après, en fait, je me suis toujours entraînée dans les clubs de tennis. J'ai joué à côté de personnes de tous les âges, de tous les niveaux, et ça m'a plu en fait. Ça m'a plu de voir cet amour du tennis justement à tous les niveaux. S'il n'y avait pas tellement de gens en Belgique qui allaient jouer les interclubs, des tournois, quels que soient les niveaux, moi j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait non plus. Cette pyramide, cette base de la pyramide, elle est tellement importante. Et bien sûr que le haut de la pyramide est important aussi pour créer de l'émulation. Mais voilà, souvent les gens me disent « on est gêné de jouer à côté de toi ». Moi j'adore ça, j'adore partager ça, j'adore même jouer avec des gens qui sont des débutants, j'adore faire partager cette passion-là du tennis et du jeu. Et à tous les autres, effectivement, nos jeunes, je l'espère, champions en devenir, bien sûr qu'il faut jouer au tennis. Et ça, je m'en suis souvenue plus récemment, en me disant, mais il faut que je me reconnecte un petit peu aussi à mon enfance et à ses débuts tennistiques. Et c'était quoi ? C'était le jeu. Il n'y avait pas toujours un entraîneur à côté de moi
Moi, j'allais jouer, c'était comme ça à l'époque. On venait sonner à l'appartement. Juju, tu viens jouer, on va taper la balle. Le club était à 100 mètres en dessous de chez nous. Vous embêtiez tout le monde et qu'il fallait jouer avec vous. Et on jouait. Puis après, bien sûr, j'ai eu des cours. J'ai été très encadrée de manière de plus en plus professionnelle. Mais j'ai fait du foot aussi. J'ai fait d'autres choses. Donc, je n'ai pas été non plus dans l'hyper-spécialisation trop vite. Ça, je retiens ça aussi de mon parcours. Mais c'est surtout, il faut une liberté pour créer, quoi. Et ça, je pense que c'est important. Et donc, c'est bien d'encadrer nos jeunes. Et dès le plus jeune âge, je ne vais pas à l'encontre de ça. Mais il faut que nos jeunes continuent à jouer aussi, parfois sans qu'on soit sur leur dos pour un détail technique ou pour quoi que ce soit d'autre, mais juste dans le plaisir de créer. Parce que ça, quand ils seront à un moment donné sous pression et qu'il faudra faire la différence d'une manière ou d'une autre, cette créativité et cet instinct de joueur, ça peut faire la différence. Et on salue d'ailleurs tous les joueurs d'Interclub qui vont aller encore une fois ce week-end. Et on remercie aussi tous les juges arbitres et tous les bénévoles sans qui il n'y aurait pas l'Interclub. Thierry, 2 choses. Vous avez souvent joué les Interclubs, mais avant de venir à vos souvenirs d'Interclub, dans jouer au tennis, il y a jouer. Beaucoup de gens l'oublient, non ? De nouveau, vous savez, je suis coach. C'est une leçon de coaching, ce qui vient d'être donné. C'est une leçon aussi de bon sens. Trop d'enfants maintenant ne sont plus dans l'action. Ils sont dans le fait d'attendre qu'ils reçoivent une information. Fais ceci, fais cela, mets ton pied là, mets ton pied ici, change ta prise. C'est une erreur notoire. Apprendre à jouer au tennis à quelqu'un, c'est de leur donner de l'autonomie. C'est de se prendre, de se construire pour apprendre à prendre des décisions. C'est essentiel. Les champions, vous savez, il y a que les imbéciles qui croient qu'ils les fabriquent. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Parce que le champion, on l'aide à émerger, mais on lui donne cette autonomie. C'est lui, comme elle le dit, au moment d'une balle de match, c'est lui qui va jouer dans le point. Et ce n'est pas soi-même qui pensons avoir participé. Je suis toujours fou quand j'ai des entraîneurs qui me disent « on a joué contre un tel ». On n'a rien joué, l'entraîneur, il n'est pas là pour ça. Le coach, il favorise simplement, il s'occupe de son joueur, il est au service du joueur. Il l'aide, c'est cette autonomie. Donc cette formation, ce qu'elle vient de préconiser, est essentielle. Il faut que les gens recomprennent maintenant que c'est avoir cette autonomie, cette prise de décision, de responsabilité. Et faire les erreurs, c'est pas grave. On rectifie le tir. C'est une vraie leçon de coaching. Les interclubs, rapidement, c'est des moments de bonheur. Plus que des moments de bonheur. Pour tous les vieux que malheureusement nous devenons, Paul Patrick qui reste très jeune, mais c'était, moi je me souviens, j'ai un souvenir vraiment important, c'est de ne pas dormir la veille de l'interclub. Je ne dormais pas, je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment tellement excité à cette idée, on se retrouvait avec les copains, j'ai eu plein de gens, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Donc moi je pense qu'il faut le revivre, et je vois avec mon fils, il a plein de copains là maintenant dans la région de Charleroi qui veulent rejouer. Ils jouent au foot ou ils étaient aux études et puis maintenant ils recommencent, ils sont ensemble en train de jouer à l'interclub. Et je me dis, tiens, c'est ça qui les stimule, c'est d'être en groupe. Ça permet c'est une pression différente, c'est une responsabilité de jouer pour les autres et c'est vraiment important. Donc ces interclubs, voilà, on a les interclubs ETIAS maintenant qui arrivent, c'est quelque chose de fabuleux. Paul Patrick, vous êtes un vrai compétiteur. Je crois savoir que vous jouez aujourd'hui une demi-finale ou une finale dans un ITF 100, donc un tournoi international à Géronsard, réservé aux seniors, aux jeunes seniors et aux plus anciens. Les interclubs ETIAS, pour vous, ça représente quoi ? Comme Thierry l'a dit, l'exemple avec le fait qu'il n'arrivait pas à s'endormir correctement la veille des matchs, moi je participe encore, quand le corps le permet, aux interclubs ETIAS. Il faut bien le signaler que voilà, le système ne pourrait pas fonctionner non plus sans les sponsors et donc merci à ETIAS de supporter les interclubs. Mais donc voilà, encore aujourd'hui, la veille d'un match, j'ai du mal véritablement à m'endormir parce que normalement le tennis c'est un sport individuel et là on joue pour les potes, pour les copains et pour le club. C'est différent, Thierry l'a dit, il y a une autre pression, c'est parfois même idiot. Oui, exactement. Voilà, c'est une autre manière de jouer au tennis. Maintenant, comme Thierry l'a bien signalé tout à l'heure, au tennis, on est seul sur le terrain. Donc pendant le match, c'est vraiment un sport individuel. Et là, avec la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, lors des interclubs, on est en équipe, quoi. Voilà. Alors,
on va passer à votre casquette non plus de joueur, mais de responsable règlement à l'AFT. Vous disiez que les interclubs ETIAS, le tennis était un sport individuel. Mais cette année, il y a un gros changement au niveau du règlement et ce changement principal concerne les doubles. Oui, tout à fait. Donc, par le passé, en fait, une rencontre d'interclub donnait 1 point pour chaque match. Donc, chaque match, qu'il soit un match de simple ou de double, avait la même valeur. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, comme les doubles en interclub sont moins nombreux que les matchs de simple, on a voulu donner une valeur qui lui revenait au match de double. Et on est passé à un double à 2 points. Donc on avait des simples qui valaient 1 point, des doubles qui en valaient 2. Bon, voilà, après analyse de tout ça, on s'est rendu compte que là, on était peut-être passé dans l'extrême. Peu disproportionné, ça. Exactement. Et donc ici, l'idée, c'était à l'intérieur même de la rencontre, de redonner 1 point par match, mais qu'au final, lorsqu'on avait le score final de la rencontre, on puisse distribuer 2 points pour le score total de la rencontre. Le vainqueur de la rencontre. Exactement. Et 1 point supplémentaire pour ce qui correspondait uniquement au match de double. Comme ça, lorsqu'une rencontre est même perdue, on peut encore gagner 1 point. Si l'équipe a gagné quand même plus de doubles que l'équipe adverse, eh ben, au classement de la poule, elle aura quand même 1 point pour son bon résultat. Ça maintient l'intérêt de l'interclub. Ne nous mentons pas, ça permet aussi d'éviter qu'on ne joue pas les doubles. Oui, c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, c'est important de le signaler parce que voilà, une rencontre d'interclub, c'est des simples et des doubles. Et c'est quand même bien dommage que les doubles ne se jouent pas suite à une équipe qui a remporté tous les simples. Et Dieu sait que les doubles sont importants. Thierry, on le sait qu'en Coupe Davis, maintenant on a une équipe réellement de joueurs de double, Gilles et Vliegen, qui ont fait des résultats incroyables. Mais c'est vrai que si on ne joue pas en double quand on est petit, moyen ou un peu plus vieux, on ne sera jamais bon non plus au niveau international. Et c'est important pour l'équipe, par exemple, de Coupe Davis ou de Billie Jean King Cup. Bien sûr, pour les grandes compétitions internationales, mais au-delà de ça, c'est que le double, c'est un exercice complètement différent, c'est un exercice amusant qui fait des joueurs plus complets, parce qu'on améliore son service, on améliore son retour, et surtout on améliore son jeu au filet, donc c'est très important. Et pour motiver, n'oublions pas une chose, c'est qu'on finit tous par finir en jouant qu'en double, avec le temps. Laissez-nous encore un peu de temps, Thierry. Alors, on reste dans les changements, si vous le voulez bien, Paul-Patrick, et on passe au tournoi, plus aux interclubs ETIAS. Dans les tournois, on va dire qu'il y a 2 gros changements. Il y en a plusieurs, on peut le retrouver, tous les changements sur, évidemment, le site aftnet.be, mais 2 changements qui vont faire plaisir aux gens que nous sommes, à savoir les seniors et les senioreuses. Oui, donc 2 évolutions dans les règlements des compétitions individuelles. Jusqu'à 2022, on avait une pondération des points pris par les joueurs selon le nombre d'inscrits dans les tableaux. Cette pondération était fort dure vis-à-vis des petits tableaux, notamment chez les dames, où elles sont moins nombreuses que les hommes à jouer dans les compétitions. Et notamment aussi chez les vétérans. C'est exactement pareil. Et donc, voilà, cette pondération a été modifiée cette année-ci. Donc, les joueurs et les joueuses qui performent dans des petits tableaux auront une diminution de leurs points, mais qui sera vraiment beaucoup moins grande que ce qu'on connaissait par le passé. Alors, je vais vous taquiner un petit peu, Paul-Patrick. Les classements, puisqu'on sait depuis quelques années, il y a 2 sorties de classement par an. C'est toujours la semaine que vous appréciez énormément. Le classement est sorti. L'AFT a sorti la pyramide, la fameuse pyramide, qui malheureusement n'a pas pu se mettre vraiment en place à cause des années Covid. Aujourd'hui, on en est où avec cette pyramide ? Les gens l'ont-ils compris ? Alors, évidemment, maintenant, on est ça fait 4 ans qu'on a commencé la réforme des compétitions et des classements. Donc, oui, on voit maintenant que les joueurs comprennent de mieux en mieux le nouveau règlement. Voilà, et c'est tout à fait logique. On ne comptait pas sur le fait que chaque joueur allait étudier par cœur les 50 pages du nouveau règlement. Il fallait qu'il vive les choses pour comprendre le nouveau système. C'est en train de se passer, donc c'est encore perfectible, on est bien d'accord là-dessus. Il faudra peut-être encore 2, voire 3 années pour que les choses soient parfaitement en place, si on peut dire ça comme ça. Mais on est sur la bonne voie. Et pour revenir aux évolutions de tournois, j'ai oublié de mentionner que l'autre évolution positive, là, elle concerne uniquement les vétérans. L'ouverture de tableaux
élite pour toutes les catégories d'âge chez les vétérans. Donc, vous me dites si je me trompe, je m'adresse à la caméra et au juge arbitre. Ça veut dire que si vous n'avez que 2 personnes qui s'inscrivent dans un tournoi senior dans votre club, vous pouvez ouvrir le tableau. Faites-le parce que les 2 qui ont envie de jouer, s'ils ne jouent pas, ben la semaine d'après, ils ne vont pas s'inscrire. Je ne me trompe pas. Alors, non seulement ça, et c'est bien de le signaler parce que beaucoup de joueurs et de juges arbitres ne savent pas encore que dans le règlement, il est indiqué qu'on doit jouer tous les tableaux à partir de 2 inscrits. Et pour la catégorie en elle-même, jusqu'à l'an dernier, un joueur vétéran de, par exemple, chez les dames, un classement supérieur à C15-5, pour les connaisseurs, elle devait aller jouer avec la catégorie d'âge en dessous, donc avec les dames de 10 ans de moins. Maintenant, un club qui veut ouvrir une catégorie dames 45 ans ou hommes de plus de 45 ans, enfin, quelle que soit la catégorie d'âge, a la possibilité de l'ouvrir pour les meilleurs classements aussi. Alors, encore une fois, ça paraît technique, mais c'est important. Donc, si vous êtes concerné par ce changement, n'hésitez pas à le dire à votre président de club ou à votre juge arbitre. Un petit mot avant de passer à la streetball, Thierry. Le classement, c'est super gai. Depuis qu'on est petit, on a envie de monter. Mais ce n'est pas le classement qui compte, c'est le niveau de jeu et l'amélioration de chacun des joueurs. Exactement, c'est ça. Au départ, peu de gens connaissent l'origine de la compétition dans le tennis. C'est un sport par handicap comme le golf. Ne me lancez pas sur le sujet parce que je connais exactement la manière dont on calcule les classements. Oui, mais les gens ne le savent pas. et je vais dire, c'est très important ce qui vient d'être expliqué et très important aussi, je vous remercie pour cette émission parce que moi, quand j'ai pris cette nouvelle bouture de classement, je téléphonais à Paul Patrick parce que honnêtement, je ne l'avais pas compris du tout. Et en fait, c'est que du bon sens. Donc, il n'y a pas à se ramener au passé ou à imaginer des choses. Il y a simplement à comprendre que voilà, les choses ont changé. Et ce qui est très important, c'est d'avoir des gens qui vont pouvoir jouer ensemble avec des niveaux homogènes. Ça va peut-être mettre du temps à ce que ce soit, et ce sera toujours perfectible, hein, Paul Patrick, mais je pense que c'est une bonne chose. Et arriver à la comprendre ou le communiquer de la façon dont on le fait maintenant, ben c'est très important pour le plus grand nombre et de comprendre voilà, que les choses sont réfléchies et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Alors, avant de terminer cette émission, j'aimerais que l'on évoque un grand tournoi junior qui va se dérouler d'ici quelques jours à la streetball de Charleroi. C'est vraiment une épreuve mythique pour les jeunes joueurs belges et évidemment étrangers. Il y a énormément de grands champions qui sont passés par Charleroi pour jouer la streetball. Thierry, c'est capital, hein, les tournois internationaux juniors. Alors, dans la formation de nos élites, évidemment, donc on venait de parler des tournois pour un peu tout le monde, mais évidemment, ces tournois juniors, bah, c'est extrêmement important pour nos élites parce que bah, c'est le but. Nous, on en a parlé tout à l'heure, nous avons été institut, donc nous ne faisons pas une course au classement tout de suite, nous essayons de former nos jeunes, de les former de manière technico-tactique, de les former dans le temps. Donc, notre philosophie sera certainement d'arriver à ce qu'à un certain moment dans leur dernière année, de leur cursus scolaire, c'est-à-dire leur réto, qu'ils puissent participer au plus grand tournoi. C'est-à-dire ils doivent arriver dans le top 60 mondial. C'est pas une sinécure, c'est pas facile, il n'y en a pas beaucoup. Donc évidemment, ce tournoi-là, il revêt une importance capitale parce qu'il y a différentes catégories. Le tournoi de la street maintenant a une nouvelle terminologie, c'est un ATP 300, un ITF J300, c'est-à-dire que voilà, les points sont octroyés en fonction de la catégorie. Donc c'est un des tournois majeurs du circuit et évidemment en avoir un en Belgique, c'est essentiel forcément pour nos élites. Alors il faut évidemment signaler que quand on est junior, le passage au tennis professionnel est compliqué, mais pour le moment, on n'a pas à se plaindre. On a un numéro 1 mondial qui est Alexander Bloks, on a un numéro 3 qui est Gilles Arnaud Bailly, on a en fille Sofia Kostoulas qui a été aussi top 3, même numéro 1 si je ne m'abuse, qui joue maintenant plus chez les dames. C'est pas mal quand même. On dit toujours le tennis belge ne va pas bien, mais c'est pas mal d'avoir ces joueurs-là. Et puis derrière, on a aussi Demanet qui est 20e, on en a d'autres, et on a Nils Radio qui vient de gagner un grade 2. Tout ça est une question de temps. Vous savez, à l'époque, David Goffin, avant la catégorie junior, avant la semaine du Bonfiglio qui a lieu juste avant la street, il ne s'était pas illustré de manière notoire dans les tournois juniors. C'est parce qu'il a gagné le Bonfiglio, qui est un grade A à l'époque, c'est-à-dire un J500. Quasiment l'équivalent des juniors de Roland Garros, on peut le dire. Il l'a gagné. Et
encore en finale, il l'a gagné parce qu'il jouait Bernard Tomic, et on connaît Bernard Tomic, enfin pour les spécialistes, le spécialiste de l'inconstance par là. Mais je veux dire, il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps aux jeunes. Je ne suis pas un amoureux, moi, de la course au point. J'ai bien aimé tout à l'heure de dire, voilà, le niveau de jeu, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça qui est génial dans le tennis. On peut jouer au tennis, on dirait de 7 à 77 ans, et encore, j'en connais des gens de plus de 77 ans qui jouent encore très, très, très bien. Et on peut améliorer son jeu. Son jeu, il évolue tout le temps. C'est important de comprendre ce niveau de jeu. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, c'est ce qui me rend fou un petit peu, c'est au terme des matchs. Et bon, j'ai le rôle de pouvoir communiquer avec le plus grand nombre et de leur dire, écoutez, quand on sort du match, il y a deux personnes qui vont boire un verre ensemble, puisque c'est toujours la règle, et puis il y en a un qui est content, qui ne parle pas, et un qui n'est pas content et qui trouve des excuses. Le conseil que je donne tout de suite à tous les joueurs de tennis pour commencer leur coaching, ne cherchez pas d'excuses. On n'a pas été bon, on sera meilleur la prochaine fois, on se remet en question, on essaie d'améliorer son niveau de jeu. Et je pense que tout est dit là. Et si on comprend ça, eh ben on comprend que, je suis désolé, je suis un petit peu chauvin, mais le tennis, c'est une activité unique, celle de la construction d'un individu qui apprend la responsabilité, la gestion de la frustration, la prise de décision, et voilà. Et ça je pense qu'il n'y a pas d'autre activité qui le permet. Un petit mot, Patrick, vous avez joué la streetball, non? Je l'ai joué une année, oui, tout à fait, oui. Je me suis presque qualifié pour le tableau final, où je pense, si mes souvenirs sont bons, j'aurais pu affronter Gustavo Kuerten au premier tour du tableau final si j'avais gagné mon dernier tour de qualification. Perdu en 3-7, 6-4 au troisième. Mais ça reste un bon souvenir. Un excellent souvenir, et comme Thierry vient de le dire, il faut s'amuser quand on fait un jeu. Évidemment. Qu'on le gagne, qu'on le perde, forcément, on préfère toujours gagner, mais ce qui compte, c'est le moment présent, c'est le moment où on joue, et c'est comme ça qu'on arrivera au meilleur niveau possible. Alors Thierry, une dernière question, puisque vous avez été le coach de David Goffin, vous le connaissez très bien. Entre parenthèses, le Binchois Germain Gigounon a gagné la streetball, donc son coach actuel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les amateurs de tennis qui n'arrêtent pas de se dire « mais enfin, comment ça se fait, ils ne gagnent plus, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je ne parle pas de ceux qui le critiquent, ça n'en vaut pas trop la peine, mais à ceux qui ont envie qu'ils retrouvent la joie de vivre peut-être. Je pense que, David, c'est une question vraiment très difficile. D'abord, je ne veux pas faire la leçon à ceux qui ont envie de le critiquer, ils ont le droit de penser. Moi, j'ai lu pendant que je l'entraînais tout le temps, qu'est-ce qu'il fait avec ce gars-là? Il faut qu'il change de coach, ça ira beaucoup mieux. Et après, les mêmes personnes écrivaient aussi sur certains endroits, il faut qu'il reprenne son coach. C'est du grand n'importe quoi. Mais vous savez, la discussion au Café du Commerce, elle a toujours eu lieu. On aime bien ça. J'ai même vu une interview sur des psychologues qui disaient c'est chouette de mal parler, ça fait du bien. Bon, ok, si ça fait du bien aux gens, tant pis. Moi, je crois que David est un gars sérieux qui a une carrière incroyable. Il est encore là, il se donne encore les moyens pour essayer de revenir à son meilleur niveau, voire à son niveau. Il continue sa carrière. J'ai même vu un chef de rédaction, j'étais très interpellé, qui faisait une chronique, chef de rédaction de sport, je ne le cite pas parce que ça ne m'appartient pas, je voudrais en discuter, stop ou encore. Mais enfin, il est quand même un homme libre, il fait ce qu'il veut, il est professionnel, il doit gagner son argent. Quand il aura fini sa carrière, c'est autre chose qui va être devant lui. Il a une équipe autour de lui qui le fait vivre. Il a le courage de retourner dans les challengers. Donc moi je pense qu'évidemment, c'est où il a fait demi-finale, il a gagné Louvain-la-Neuve et il était en demi-finale. Ici, malheureusement, il y a un match qui a été retardé à Rome, ou sinon il devait s'aligner encore, je pense, à Tunis ou à Turin, je ne sais plus, l'un des deux. Je pense qu'il est toujours dans l'action. Il fait son job. Et n'oublions pas une petite chose, c'est que l'année dernière était une année particulière. S'il y avait eu des points à Wimbledon, on n'est pas occupé à avoir cette discussion. Donc, il faut parfois relativiser un petit peu les choses. On ne peut pas empêcher les gens de parler, c'est pas gênant, mais je pense que ces gens qui parlent beaucoup devraient prendre une raquette, remonter sur le terrain, aller en compétition et vivre la compétition et voir ce que c'est, de s'exposer, d'avoir la difficulté. C'est un jeu de contrariété, c'est facile, il y a une balle, elle est là, il y a un filet, des lignes, et qui plus est un adversaire. Et ce que beaucoup de gens pensent maîtriser, c'est les aimants que je viens de donner, on oublie qu'il y a soi-même aussi, et qu'on n'est jamais d'humeur égale, et jamais dans les mêmes sensations. Voilà. Donc, et Paul-Patrick, rappelez aussi que 100e mondial en football, ça permet de jouer dans une des 3 meilleures équipes du monde. 100e mondial en tennis, c'est extraordinaire, mais malheureusement, c'est moins médiatisé que le football. Oui, c'est moins médiatisé. Bon, voilà, il y a beaucoup plus de joueurs de foot, on le sait très bien, pas de souci. Mais même si on comparait un joueur de tennis est égal à une équipe,
être dans le top 100 mondial, voire même dans le top 200 ou 300 mondial au tennis, c'est déjà quelque chose de tellement incroyable que voilà, chapeau à David pour tout ce qu'il a accompli et qu'il est toujours en train d'accomplir. Thierry. Si je peux me permettre aussi une petite chose importante, et moi j'ai du respect pour tous les sports, parce que quand on le fait au top, c'est un art, c'est magnifique, et il y a un public qui est là. Mais je voudrais quand même, il y a les détracteurs qui m'embêtent un petit peu, c'est qui parlent de gagner son argent. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que David, quand il est dans les plus petits tournois, il ne gagne pas assez d'argent que pour payer toute son équipe. Un joueur de football sur le banc, il a son fixe qui tombe, c'est bien, et tant mieux, c'est peut-être logique. Mais un joueur de tennis qui fait un premier tour, il n'a pas la même somme d'argent, il ne gagne pas d'argent. Donc il est condamné à jouer et à gagner pour pouvoir réunir les sommes nécessaires pour vivre. Évidemment, il en a gagné suffisamment, mais il a fait aussi les résultats qui lui ont permis de le gagner. Il ne les a jamais volés, que je sache. Et je rappelle simplement qu'il n'y a pas 8 mois, il battait Carlos Alcaraz qui venait de gagner l'US Open. Donc je propose qu'on termine sur ce message d'espoir. Et David Goffin, il est toujours plus fort quand on ne l'attend pas. Et donc il est tout à fait capable de nous faire un grand Roland-Garros. Messieurs, merci d'avoir été les premiers invités de l'émission Service Gagnant. Merci à vous tous, évidemment. Merci aux équipes de TeleMB qui nous ont permis de réaliser cette émission dans ce magnifique studio situé, je le rappelle, à quelques mètres du centre AFT. Donc c'est un clin d'œil, mais ce n'est pas tout à fait innocent. Et d'ailleurs, les images qu'on a vues de Justine Henin à 15 ans et à 16 ans, c'était des images de TeleMB. Donc parfois, l'histoire se recoupe. Je vous rappelle que vous allez pouvoir revoir cette émission quand vous le voulez sur YouTube. On mettra évidemment les liens sur les réseaux sociaux de l'AFT. Et je vous rappelle aussi que toujours sur YouTube et sur les réseaux sociaux de l'AFT, il y aura l'interview in extenso de Justine. Et je peux vous assurer qu'il y a quelques surprises. Et Thierry, elle nous parle d'ailleurs des 400 coups qu'elle a fait quand elle était au centre AFT. C'est amusant parce qu'on ne connaît pas Justine sur ce côté-là. Merci à vous tous. Bonne compétition, bons interclubs Étias et très très bon Roland Garros à tous. Au revoir.